Quel est le meilleur placement? Est-ce que c'est la bourse ou est-ce que c'est l'immobilier? C'est probablement l'une des questions que l'on me pose le plus souvent. J'ai donc eu envie de creuser un peu et de comparer concrètement les performances de ces deux placements pour déterminer lequel serait le plus susceptible de nous rapporter le plus d'argent. Comme toujours, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, j'aime beaucoup savoir ce que vous en pensez. Et pour rappel, ceci n'est qu'une réflexion personnelle, je ne suis pas là pour vous donner du conseil en investissement. Alors qu'on soit bien clair dès le début, comparer la bourse et l'immobilier, c'est pas du tout aussi simple que ça. En bourse, on peut très bien par exemple acheter et revendre des actions dans la même journée, alors qu'en immobilier, évidemment, c'est pas possible. Donc pour que la comparaison soit la plus cohérente possible et qu'elle ait quand même du sens, j'ai décidé de parler uniquement d'investissement long terme, sans achat-revente compulsif. On va aussi mettre de côté tout ce qui est SCPI parce que c'est un investissement qui est quand même assez à part et je pense que après réflexion j'en ferai une vidéo à part entière, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. On va vraiment se concentrer ici sur l'immobilier en direct, c'est-à-dire physique et locatif. Mais même si on part de cette base-là, en réalité il y a encore beaucoup de différences entre la bourse et l'immobilier. Encore une fois, ça c'est mon avis, mais pour moi en bourse, une fois qu'on a compris quelques notions fondamentales, on a grosso modo compris tout ce qu'il fallait savoir pour investir et se lancer. Alors bien sûr ça dépend de la stratégie qu'on va mettre en place, mais moi ce que j'aime bien dire sur cette chaîne, c'est que quand on parle d'investissement en bourse sur le long terme, la meilleure stratégie qu'on puisse avoir, c'est par exemple d'investir sur 1 à 2 ETF régulièrement et sans se prendre la tête plus que ça. Donc ça demande un peu de temps au début pour se former, c'est sûr, parce qu'il faut bien choisir les ETF sur lesquels on veut se positionner, mais une fois que ça s'est mis en place, on est quand même sur quelque chose de très passif. L'immobilier par contre c'est une autre histoire parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir et je vous dis ça en connaissance de cause puisque l'an dernier j'ai acheté 2 appartements. Je n'aurai pas la prétention de dire que je suis une experte dans le domaine parce que c'est pas vrai, mais j'ai quand même une petite expérience qui me permet d'en parler. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que si on veut trouver un bien qui est rentable, ça demande quand même pas mal de boulot en amont, et puis même une fois que le bien est loué d'ailleurs, il y a quand même régulièrement des choses à faire, et puis il faut pouvoir être prêt à intervenir. Bref, tout ça pour dire qu'entre la bourse et l'immobilier, il y a quand même pas le même niveau de connaissance qui est exigé pour pouvoir se lancer, donc ça c'était la première différence. Et maintenant si on enchaîne avec les autres différences, la deuxième dont je voulais vous parler, c'est la liquidité. En bourse, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais c'est super simple d'acheter, de vendre et de récupérer son argent. En immobilier, c'est long, parfois très long, et comme on engage des grosses sommes, c'est quand même beaucoup moins accessible que la bourse. Et qui dit plus liquide, dit aussi plus volatile, et c'est aussi pour ça que la bourse est considérée comme assez risquée. Ce qu'on remarque, c'est que les marchés boursiers réagissent quand même assez vite à l'émotion des investisseurs et à l'actualité, alors qu'en immobilier, les mouvements sont moins brutaux et c'est quand même beaucoup plus stable et beaucoup plus lent. Et la dernière différence dont je voulais vous parler dans cette introduction, c'est la fiscalité, et là aussi c'est deux mondes complètement différents. En bourse, on a quelques enveloppes intéressantes comme par exemple le PEA ou l'assurance vie, mais ça reste quand même assez limité. Alors qu'en immobilier, il y a vraiment matière à optimiser en fonction du régime qu'on choisit, des déductions et des dispositifs qui sont en place au moment où on achète, et en fonction du type de bien qu'on achète. Alors bien sûr, il y a aussi moyen de se faire avoir, et c'est aussi ça le piège de l'immobilier. Tout ça, ça m'emmène à un point fondamental dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, et c'est la différence entre un marché parfait et un marché imparfait. En bourse, faut bien comprendre que les acheteurs et les vendeurs ont exactement les mêmes informations à disposition. Les prix sont visibles, les parts sont identiques, et surtout, tout le monde peut investir instantanément et sans restriction. Si par exemple j'achète une part d'un ETF S&P 500 sur une plateforme et que mon mari fait exactement la même chose que moi à la même seconde près, alors on aura strictement la même chose. Et c'est ce qu'on appelle un marché quasi parfait. Je préfère dire ici quasi parfait que parfait parce qu'il y a quand même des imperfections, avec notamment des tentatives de manipulation de marché ou autre, mais globalement on peut dire qu'on est sur un marché qui est très transparent et surtout très fluide. Alors que l'immobilier c'est tout l'inverse parce qu'on est sur quelque chose de réel, concret et avec plein d'imperfections. Les biens sont tous différents, il y a peu d'acheteurs, il y a peu de vendeurs, les informations qui sont transmises elles sont souvent incomplètes ou biaisées, et l'ensemble de tout ça, ça fait que c'est très compliqué d'estimer le prix des biens en immobilier. Parce que en bourse, si tu veux investir avec 10 € tu peux commencer, en immobilier pour les biens les moins chers, on est sur plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros, et donc forcément ça limite le nombre de transactions et ça fait que le marché est globalement plus lent et moins réactif. Je voulais vraiment insister sur tout ça pour que vous compreniez qu'on est quand même sur deux dynamiques qui sont très différentes, mais malgré ça j'ai quand même eu envie de tenter une comparaison avec une étude de cas fictive. Comme toujours, j'aime bien nuancer ce que je dis, donc gardez en tête que tout ce que je vais vous dire là, ça reste une projection théorique et que forcément il y a des limites. Louis et Louise décident d'investir chacun 50 000 € en l'an 2000 sur deux actifs différents. Louis a choisi la bourse et il décide d'investir ses 50 000 € sur un ETF capitalisant de type MSCI World sur son PEA. Pour lui, c'est un investissement simple, long terme et surtout sans gestion active.
Louise, elle, ce qu'elle va faire, c'est utiliser ces 50 000 € en tant qu'apport pour investir dans l'immobilier locatif à crédit. Ce qu'on va estimer ici, c'est qu'elle achète des biens d'une valeur approximative de 200 000 €. Franchement, c'est une estimation assez prudente ici, parce qu'on considère que l'apport de Louise représente environ 25% du prix total de ses biens, alors qu'en général, on essaye plutôt de viser les 10 à 20%, mais je sais que c'est pas toujours facile à obtenir. Mais vous l'avez compris ici, tout l'intérêt de sa stratégie, c'est qu'elle décide de faire jouer l'effet de levier. On avance dans le temps et on arrive maintenant en 2025. Je vous l'avais dit, on raisonne vraiment sur le long terme ici. La question est donc de savoir qui de Louis ou de Louise a eu l'investissement le plus rentable. On commence ici avec Louis. On le sait tous, mais entre 2000 et 2025, la bourse a connu quand même pas mal de secousses, avec notamment la crise de 2008, le Covid en 2020, la guerre, l'inflation depuis 2022 et j'en passe. Mais malgré tout, ce qu'il a constaté, c'est que son ETF a eu un rendement moyen annuel de 6%. Ce qui veut dire qu'après 25 ans d'investissement, son capital a atteint approximativement 215 000 €. On ne tient pas encore compte des impôts ici, et si vous vous demandez d'où sortent ces 6%, et c'est parce que en bourse, il y a deux types de retours sur investissement. D'abord, il y a les dividendes, donc qui sont versés par certaines entreprises à tous les actionnaires, et comme on l'a vu, Louis a opté pour un ETF capitalisant, et donc les dividendes ont été automatiquement réinvestis sur toute la période. Et le deuxième retour sur investissement qu'on a, et qui est en réalité le plus important, c'est la hausse du prix de l'actif lui-même. Comme vous le savez, le prix d'une action ou d'un ETF n'est pas figé dans le temps et il va évoluer en fonction des résultats des entreprises, des conjonctures économiques, des fluctuations de marché, etc. Mais historiquement, ce qu'on constate, c'est que les marchés boursiers ont globalement une tendance haussière sur le long terme et malgré toutes les crises ponctuelles qu'on peut observer. Et donc là, en prenant en compte ces deux retours sur investissement, on constate que la performance moyenne annuelle de l'ETF de Louis était de 6%. Maintenant, passons à Louise pour voir ce qui s'est passé. Pour l'exemple, on va considérer qu'elle a emprunté 150 000 € à 5% sur 25 ans, et c'est assez cohérent avec les taux qu'on pouvait trouver à l'époque. Et si on regarde uniquement ce que ses loyers lui ont rapporté après avoir déduit toutes les charges, donc crédit, charges de copro, assurance, entretien, etc., on se rend compte que son rendement net moyen n'était pas si intéressant que ça, et on va dire que du coup, dans cet exemple, il était de 1 à 2% par an. Quand je parle de rendement net annuel ici, j'inclus toutes les charges, mais j'inclus pas encore les impôts. Donc on est sur un cash flow qui est légèrement positif, voire nul, et en réalité, ce genre de performance, c'est quand même assez courant en immobilier. Mais c'est pas vraiment ce rendement locatif-là qui va nous intéresser dans le cas de Louise. En immobilier, ce qui compte aussi et surtout, c'est la valorisation du bien dans le temps, et c'est en quelque sorte un deuxième retour sur investissement. Et là, il faut comprendre que c'est bien plus difficile à estimer que dans le cas de Louis, parce que en immobilier, on est sur un marché imparfait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'après les différentes sources que j'ai consultées, en France et sur cette période, on peut raisonnablement estimer une hausse de la valeur de ces biens de 2% environ par an. Donc oui, techniquement, si on s'arrête là, on peut dire que la bourse a globalement un meilleur rendement que l'immobilier. Mais faut pas oublier ici qu'elle a quand même utilisé ces 50 000 € en guise d'apport pour faire jouer l'effet de levier et acheter des biens d'une valeur de 200 000 €. Et grâce à ça, on se rend compte aujourd'hui que la valeur de son patrimoine immobilier est estimée à approximativement 328 000 €, soit supérieure à celle du patrimoine de Louis. Ça veut dire qu'avec la même somme de départ et grâce à l'effet de levier, on peut faire travailler plus d'argent que ce qu'on possède réellement en utilisant celui de la banque, et elle est là la grande force de l'immobilier. Et c'est le seul placement qui a cette puissance-là aujourd'hui. Et pour ceux qui se poseraient la question, l'effet de levier existe aussi en bourse, mais pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans la première partie de la vidéo et notamment la grande volatilité, dans les faits, ce genre de crédit est beaucoup moins accessible. Mais c'est pas tout ce que j'avais à vous dire sur l'immobilier parce que en réalité, il y a un troisième retour sur investissement dont on n'a pas parlé et c'est la fiscalité. En bourse, on l'a un petit peu évoqué, mais il y a que quelques enveloppes qui permettent d'optimiser fiscalement nos placements, comme par exemple le PEA qui est selon moi l'enveloppe la plus avantageuse, mais en immobilier c'est beaucoup plus complexe et il y a beaucoup de possibilités. En fonction du type de bien et du régime choisi, donc location nue, meublé, courte durée, régime réel, microfoncier, etc., on peut dans certains cas totalement effacer notre impôt foncier, voire réduire notre impôt sur les revenus globaux, et ça c'est quand même assez puissant. Comme cet aspect fiscal est assez compliqué à estimer, on va pas vraiment en tenir compte ici dans la simulation et on va simplement considérer que Louise n'a rien eu à sortir de sa poche durant les 25 années d'investissement. Et là encore, c'est une estimation qui est probable parce que, comme on le disait tout à l'heure, elle avait obtenu un rendement net moyen annuel de 1 à 2% et on va considérer ici que c'est ce rendement-là qui aura permis de payer les impôts et qui peuvent aussi servir à couvrir tout un tas d'imprévus en immobilier, donc par exemple des travaux, des loyers impayés
ou une augmentation de la taxe foncière. J'entends souvent dire qu'aujourd'hui en France c'est plus possible de trouver des biens qui s'autofinancent. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec ça parce que pour mon premier appartement j'ai réussi à trouver quelque chose de rentable alors que je suis pas forcément une experte dans le domaine de l'immobilier. Très honnêtement aujourd'hui j'ai un appartement qui ne me coûte rien et avec lequel je peux absolument payer toutes mes charges. Dans mon cas ce qui explique ça c'est qu'on a vraiment négocié le prix de base et qu'on a acheté pas cher. Dans le cas de Louise, ce qui explique qu'elle a réussi à obtenir ce rendement-là, c'est qu'elle a quand même mis 25% du prix du bien en apport et donc ça lui a permis de réduire ses mensualités. Maintenant, on va passer à la revente justement. Qu'est-ce qui se passe quand on s'intéresse à l'imposition? Si Louis revendait ses parts et qu'il sortait son argent de son PEA, il serait exonéré de l'impôt sur le revenu parce que comme vous le savez, c'est l'une des caractéristiques principales du PEA après 5 ans de détention. Il n'aurait donc que les 17,2% de prélèvements sociaux à payer sur ses gains et en faisant ça, il lui resterait approximativement 186 000 € dans sa poche, ce qui est quand même une belle somme. Et pour Louise, après 25 ans de détention de ses biens immobiliers, en réalité la fiscalité elle est très avantageuse. Je vais pas rentrer dans les détails ici parce que très franchement ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, mais pour faire simple, elle serait exonérée d'impôt sur la plus-value et ne paierait qu'une partie des prélèvements sociaux grâce aux abattements liés à la durée de détention du bien. Elle repartirait donc avec approximativement 316 000 € dans sa poche. Alors oui, bien sûr, on suppose ici qu'elle revendrait le bien à sa valeur estimée, ce qui n'est pas toujours le cas en pratique. Mais dans tous les cas, je pense qu'elle aurait quand même obtenu un capital supérieur à celui de Louis, parce qu'il y a quand même 130 000 € de différence. Cet écart, il s'explique par 4 choses: l'effet de levier, la durée de détention, la fiscalité et bien entendu l'actif choisi. Si on était venu modifier l'un de ces 4 paramètres, alors là on n'aurait pas eu les mêmes résultats. Par exemple, si on essaye de modifier la durée de détention. En bourse, sur une seule année, les performances peuvent être vraiment très éloignées des 6% moyens annuels dont on parlait tout à l'heure. Ces 6%, faut bien comprendre que c'est une moyenne lissée sur les 25 années d'investissement. Donc du coup, si on analysait uniquement sur une période de 1 ou 5 ans, là on n'aurait pas du tout eu les mêmes performances. Sur une courte période comme ça, tout dépend du moment où on est rentré sur le marché. En ce qui concerne l'immobilier, sur une courte durée, donc de 1 à 5 ans, on aurait rarement eu quelque chose d'intéressant. En général, on estime que l'immobilier locatif commence à devenir intéressant à partir de 10 à 12 ans de détention, même si, encore une fois, c'est très variable et ça dépend vraiment du type de bien, du prix du bien, etc. Mais si Louis et Louise avaient investi début 2023 et qu'on s'était contenté de cette année-là, c'est sûr que c'est Louis qui aurait eu clairement la meilleure performance. Et si Louis avait opté pour un autre indice que le MSCI World et avait choisi par exemple le S&P 500, qu'est-ce qui se serait passé? La performance moyenne annuelle du S&P 500 sur cette période, donc entre 2000 et 2025, elle était globalement légèrement supérieure à celle du MSCI World, parce qu'elle était approximativement de 7%. Et s'il avait fait ce choix-là dès le départ, ça veut dire qu'il aurait eu à peu près 50 000 € de plus dans sa poche qu'en ayant choisi le MSCI World. Comme quoi la composition de notre portefeuille boursier évidemment influe énormément sur le résultat qu'on a à la fin. Et par rapport à l'immobilier, il y a quand même une chose que je pourrais pas nier, c'est que investir dans l'immobilier locatif, ça représente une certaine charge mentale et un stress qu'on n'est pas forcément prêt à assumer. Il y a le stress du locataire qui ne paye pas, du locataire qui dégrade son logement, ça c'est des choses que j'entends systématiquement et que je lis systématiquement dans les commentaires de mes vidéos. Pour tout vous dire, moi j'ai l'impression qu'il y a une forme d'exagération collective à ce sujet-là, mais je pense que si on choisit bien nos locataires et qu'on choisit des personnes en qui on peut avoir confiance, alors là on diminue drastiquement la probabilité pour que ce genre de choses arrive, et malgré tout j'ai quand même l'impression que ça se produit plus dans les biens qui ont été mis en gestion par des agences et qui ne sont pas gérés en direct. Alors après ça reste vraiment mon observation personnelle, donc dites-moi ce que vous en pensez. Pour tout ce qui concerne aussi les loyers impayés, je tiens quand même à dire que c'est une peur qui est quand même assez fictive parce qu'il y a très peu de locataires finalement qui ne payent pas leur loyer. Là encore je dis pas que ça n'arrive jamais, je dis juste que c'est quand même assez peu probable, mais que le peu de fois où ça arrive, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit, que ce soit dans les médias, sur internet ou autre. Évidemment les propriétaires qui ont eu des problèmes avec ça se manifestent et en parlent beaucoup, tandis que les propriétaires qui n'ont jamais aucun problème restent dans le silence. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de raisons qui font qu'on ne se sente pas capable d'investir en immobilier, mais je pense qu'il faut quand même garder son esprit critique sur tout ce qu'on peut lire ou entendre. Ce que je trouve particulièrement intéressant en immobilier, c'est le fait que ce soit un marché imparfait. J'insiste là-dessus parce que ça veut dire que théoriquement c'est plus facile de faire des bonnes affaires en immobilier. Ça veut pas dire
dire que c'est pas possible de se tromper, mais ça veut dire qu'on a plus de chances de se démarquer avec un bien qui est très rentable. Mais évidemment avec tout le boulot que ça implique derrière. Il y a aussi un truc à garder en tête quand on investit en immobilier, et c'est vrai, mais c'est que les biens doivent être entretenus. Ça demande un certain effort. On peut pas juste se contenter de faire des travaux une fois, mettre le bien en location et ne plus y toucher jusqu'au moment où on revend. Si on veut pas que notre bien perde de la valeur, en général on estime qu'il faut compter à peu près 10% du prix du bien tous les 10 ans en travaux. Dans le cas de Louise, même si on avait pris en compte ce budget-là, elle aurait quand même eu un rendement supérieur à celui de Louis, donc ça change pas le résultat final. Mais voilà, encore une fois, c'est le genre de choses qui est compliqué à estimer parce que en fonction du bien, le budget travaux peut être beaucoup plus élevé comme il peut être beaucoup moins élevé. En fait, tout ça, ça fait partie du risque et des incertitudes auxquelles on s'expose quand on investit en immobilier. Donc pour conclure, si on s'arrêtait là, je pense qu'on pourrait dire que dans le cas de cette étude-là, l'immobilier était plus rentable que la bourse, mais c'est pas vraiment la conclusion que j'ai envie d'avoir. L'objectif de la vidéo, finalement, c'était pas tant de montrer que l'un est meilleur que l'autre ou inversement, c'était plus de voir les différentes caractéristiques de l'un et de l'autre et de se rendre compte que le rendement qu'on pourra avoir avec l'un ou l'autre dépendra de tout un tas de paramètres. Moi, ce que j'aime vraiment bien penser avec la bourse et l'immobilier, c'est que ce sont des investissements complémentaires quand on est prêt à y mettre les efforts nécessaires. Personnellement, je trouve que si on a du temps, de l'énergie, de l'argent disponible pour faire office d'apport, c'est très intéressant d'essayer de faire jouer l'effet de levier bancaire pour emprunter de l'argent à crédit et investir dans l'immobilier locatif. Maintenant qu'on sait ça, avec nos revenus mensuels par exemple, rien ne nous empêche d'investir en parallèle dans la bourse. Rien d'incompatible à investir à la fois dans l'immobilier et à la fois en bourse. Je suis quand même d'avis que l'effet de levier bancaire, c'est une grosse chance qu'on a en France et c'est quelque chose qui peut vraiment faire grossir notre patrimoine si on l'utilise correctement, avec tous les risques que ça implique évidemment. Encore une fois, ça reste mon avis personnel, c'est pas du conseil. Je suis pas là pour juger qui que ce soit, donc si vous vous sentez pas d'investir en immobilier, si vous n'êtes pas prêt, si c'est pas quelque chose qui vous correspond, je peux totalement l'entendre. Vous l'avez compris, tout ce qu'on a vu là était une étude de cas fictive qui reposait sur ce qui s'est passé historiquement, mais ça ne présage rien de ce qui va se passer dans l'avenir. En réalité, je le dis souvent, mais j'aime vraiment insister là-dessus, c'est impossible de savoir ce qui va se passer demain. Donc je vous invite vraiment à continuer de vous former, à rester curieux et à surtout comparer vos sources, c'est très important. C'est tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez tous les sujets relatifs à la finance et aux investissements, et à liker la vidéo si elle vous a plu. Merci infiniment pour tous vos messages, tous vos commentaires sur toutes mes vidéos, sachez que ça me fait extrêmement plaisir. À chaque fois je prends le temps de lire et j'essaye vraiment de répondre à tout le monde, donc merci. Et si vous avez aimé cette vidéo, il y a tout un tas de contenus sur ma chaîne qui pourraient vous intéresser aussi. Donc je vous invite notamment à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait, dans laquelle je récapitule un petit peu tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la bourse. Merci à tous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.